Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef d'état-major général des forces d'autodéfense japonaises en visite de travail à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, près de 40 000 morts en Turquie et en Syrie. L'ONU lance un appel aux dons. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui le chef d'état-major général des forces d'autodéfense japonaises, le général Koji Yamazaki, qui est à la tête d'une forte délégation militaire. La délégation japonaise est en visite de travail à Djibouti du 14 au 16 février. Le ministre a souhaité la bienvenue au général et à sa délégation et a rappelé la qualité des liens solides, multiformes qui unissent la République de Djibouti et le Japon depuis l'établissement des relations diplomatiques qui remontent entre les deux pays depuis 1968. Le général a tenu à son tour à remercier Djibouti pour son rôle central de promoteur de la paix et la sécurité pour non seulement la région et la Corne d'Afrique, mais aussi pour sa contribution inconditionnelle qui œuvre pour la paix, la prospérité internationale. Rappelons que Djibouti et le Japon, à travers leur partenariat, prouvent dans le domaine de la sécurité maritime, ont permis de lutter efficacement depuis plus de 10 ans contre la piraterie maritime et sécuriser l'un des points de passage maritime névralgique au monde. Eh bien, était également présent à cette réunion l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Umio Otsuka, ainsi que le directeur des relations bilatérales, M. Mahdi Absiye Ebbe. Eh bien, sans transition, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin à la direction générale des relations internationales son homologue, le chef d'état-major des armées japonaises, le général Koji Yamazaki. nimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen. À cette occasion très particulière qui marque la première rencontre entre ces deux officiers généraux, toute la cérémonie militaire a été mise en place comprenant la prise d'armes et les honneurs militaires rendus au chef d'état-major général japonais.
Eh bien, après cette rencontre protocolaire, les deux homologues se sont vus à huis clos dans les offices CMK avant d'entamer officiellement la rencontre. Le chef d'état-major japonais était accompagné à cette occasion par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Otsuko Umio, et une forte délégation japonaise. Du côté djiboutien, c'est le colonel-major Mohamed Qayad Guélé, le sous-chef d'état-major de la défense, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bourré, ainsi que les hauts cadres de l'armée djiboutienne qui étaient également présents pour représenter l'armée djiboutienne. Le général de corps d'armée Zekri Cheikh Ibrahim a remercié le chef d'état-major général des forces d'autodéfense japonaises pour l'intérêt constant dont il porte à la coopération militaire avec l'armée djiboutienne et de son rôle important en récent projet d'assistance dans le domaine de lutte contre les catastrophes naturelles. De son côté, le général Koji Yamazaki a fait preuve de reconnaissance pour l'acceptation de Djibouti à héberger le seul et unique base des forces d'autodéfense japonaises en Outre-mer et c'est en vue de lutter contre la piraterie dans la région. En continuant son intervention, le général des forces d'autodéfense japonaises a souligné le rôle de Djibouti dans les missions de maintien de paix et de stabilité dans la région et particulièrement la mission africaine de transition en Somalie. ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo Direction le nord où l'école du roi centre Roi Abdelaziz de Tadjoura a organisé hier une grande fête à l'occasion de la journée de la fondation saoudienne, l'un des moments les plus importants pour le royaume d'Arabie saoudite. En effet, le roi Salman avait publié un décret royal désignant le 22 février comme journée de la fondation pour reconnaître la fondation du premier État saoudien de 1727. À cette occasion, s'est déroulé sous la supervision de l'ambassadeur du royaume d'Arabie saoudite à Djibouti, en présence du directeur de l'école du centre, M. Ali Al-Khatni, et des membres du corps d'enseignants de cet édifice pédagogique, ainsi que des représentants de l'inspection générale de supervision pédagogique de la région. Au cours de cette cérémonie, les participants ont assisté à diverses performances des écoles de l'école du centre qui ont été honorées à la fin de l'occasion. Il convient de noter que la journée de la fondation saoudienne est l'une des périodes nationales les plus importantes pour le royaume d'Arabie saoudite. C'est le jour où l'imam Mohammed bin Saoud, que Dieu lui fasse miséricorde, a annoncé la création du royaume d'Arabie saoudite sous son nouveau nom. Eh bien, dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur de l'école du centre roi Abdelaziz Tadjoura, M. Ali Al-Khatni, a souligné la grande importance de la journée fondatrice saoudienne, soulignant qu'elle constitue une occasion de rappeler l'extension de l'Arabie saoudite. Et après, pendant plus de 3 siècles, puis mettre en évidence la profondeur historique et culturelle du pays, en plus de célébrer la diversité du patrimoine culturel et de combler le roi, les imams et les citoyens qui ont contribué au service du royaume d'Arabie saoudite, a-t-il déclaré le directeur. Le directeur de l'école, Centre Abdelaziz, a saisi cette occasion pour adresser ses félicitations et ses bénédictions aux serviteurs de 2 saints mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz et son prince héritier, le prince Mohammed bin Salman, souhaitant que Dieu perpétue la bénédiction et la sécurité pour le royaume et le reste des pays islamiques. Eh bien, en marge de cette cérémonie dédiée à la célébration du jour de la fondation du Royaume d'Arabie saoudite, le ministre de la Défense, Omar Hassan Mohamed, a effectué une visite amicale au centre roi Abdelaziz à Tadjoura. Il a été reçu par le directeur de l'école et superviseur pédagogique du centre islamique roi Abdelaziz Tadjoura, M. Ali Al-Khatni, ainsi que des membres des corps professoraux et des administrateurs. Le ministre Hassan Omar a visité un certain nombre d'installations de cet établissement éducatif qui contribuent à l'enseignement et à la diffusion de la langue arabe et de la culture islamique. Eh bien, dans une brève allocution, le ministre de l'Intérieur a salué les opportunités éducatives offertes par cette école aux populations de la région de Tadjoura, qui témoignent de la profondeur des relations fraternelles existant entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie saoudite, notamment dans le domaine éducatif.
Ils ont pu envoyer 4 personnes pour continuer leur études supérieures à l'étranger, a-t-il déclaré le ministre. Ce que nous avons apprécié par-dessus tout, c'est l'école saoudienne, car elle permet à nos jeunes filles et garçons d'apprendre la religion islamique. Et c'est un grand honneur pour moi qui a vécu à Tadjoura, même au temps de la construction de cette mosquée et de cette école. Je tiens à leur remercier au nom du gouvernement djiboutien, au nom de la population tadjourienne au Royaume d'Arabie Saoudite. Tout à fait autre chose. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Osman Aden, a visité ce matin 2 associations des femmes, à savoir l'association de Wahl Daba et celui de Hayabli. C'est dans le cadre de la politique d'autonomisation de la femme que le projet a pour objectif global de réduction de la disparité du genre à travers le soutien et la mise en œuvre du programme national du ministère de la Femme et de la Famille en matière d'intégration du genre. Il vise à améliorer la protection des femmes et des filles et à consolider l'autonomisation des femmes et des filles djiboutiennes, ainsi renforcer leur résilience grâce à une approche globale qui atténuera les effets du chômage. L'association de Wahl Daba, présidée par Mariam Moussa, a accueilli la ministre de la Femme et a expliqué les différentes activités que les filles mènent sur ce lieu. La ministre Mouna Osman Aden a échangé un moment avec les filles et femmes bénéficiaires, tantôt dans les quartiers de Wahl Daba et ceux de Hayabli. De son côté, la ministre n'a pas manqué de remercier les associations de Wahl Daba et de Hayabli. Elle les a exhortées de l'autre côté de continuer sur cette voie afin que chaque fille ou femme puisse se permettre de sortir de la précarité. Elle a rappelé que c'est dans le cadre de l'objectif d'autonomisation des femmes que le projet a pour objectif global de la réduction de la disparité du genre à travers le soutien à la mise en œuvre du programme national du ministère de la Femme et de la Famille en matière d'intégration du genre. Il vise à améliorer la protection des femmes et des filles et à consolider leur autonomisation. Direction Arta, où le président de la commission électorale nationale indépendante, M. Bahnan Ali Medel, s'est rendu aujourd'hui dans la région d'Arta afin de s'enquérir du bon déroulement des conditions de distribution des cartes d'électeurs dans la région d'Arta et de ses localités avoisinantes. Arrivé sur place, au début de la matinée, la délégation de la CENI, conduite par son président, accompagnés des membres de la commission, ont reçu un accueil le plus chaleureux par les habitants de la ville d'Arta. Le préfet de la région, Mohamed Chirou Hassan, le premier adjoint du préfet, Mohamed Fouzi, ainsi que le représentant de la CENI pour la région d'Arta. D'emblée, la délégation de la CENI s'est dirigée en premier vers le siège de la préfecture d'Arta, où l'antenne de la commission électorale avait pris ses quartiers. Ensuite, le président de la CENI et son équipe ont discuté avec leurs collègues antenne de la commission régionale et leur rôle essentiel consiste à veiller à la transparence du scrutin lors des élections législatives du 24 février prochain. En outre, la délégation a procédé par une visite des lieux qui a permis tout d'abord à la mission d'inspection de la CENI de prendre acte des locaux de guichets mis en place pour les préparatifs des régions législatives dans la région d'Arta. Ils ont vérifié le rythme de retrait des cartes d'électeurs. Ainsi, ils ont contrôlé les tableaux des listes des électeurs par bureau de vote, des listes qui sont affichées devant chaque lieu de vote le jour du scrutin. C'est les matériels qui seront mis en œuvre pour l'organisation des élections législatives. À cet effet, nous avons pu montrer aux membres de la CENI l'affichage des listes électorales. Nous avons pu montrer le nombre des emplacements des bureaux sur un document. Nous avons pu montrer aussi les matériels, c'est-à-dire les urnes et les isoloirs, pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Le secrétariat chargé des investissements a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte sur la sensibilisation des mécanismes de développement de l'entrepreneuriat en face du guichet unique. Organisé par le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé et par la même occasion par la direction générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. On participe à de nombreux cas d'entrepreneurs ou des femmes à la tête d'entreprises privées en présence des responsables de la Banque mondiale et du Fonds de garantie. Le directeur général de l'ANPI, Mahdi Dalal, a prononcé un discours dans lequel il a expliqué l'importance et l'amélioration du climat d'affaires constituant la pierre angulaire de la feuille de route du président de la République qui a permis à notre pays la réformation de 190 économies évaluées par le système notation de la facilitation des affaires faite par la Banque mondiale. En effet, les processus de réforme
juridiques, réglementaires et pratiques du commerce, des investissements constituent un levier pour l'émergence d'un secteur privé dynamique, pourvoyeur d'emplois et de richesses. On sait tous, nous tous, que le secteur privé est le moteur de l'économie nationale, de toute économie d'ailleurs, et le principal bassin et levier d'emploi. Le programme transversal de réforme de l'environnement des affaires que Djibouti a mené lui a valu une place d'honneur par son classement sur plusieurs années consécutives, il faut bien le souligner, sur plusieurs années consécutives, parmi les 10 meilleurs pays réformateurs. Dire que Djibouti fait partie sur plusieurs années consécutives parmi les 10 meilleurs réformateurs, ça veut dire beaucoup et ça traduit de la détermination des autorités nationales sous l'impulsion du président de la République de prendre les taureaux par les cornes et d'assainir le climat des affaires. La poursuite et le renforcement des réformes est une priorité du chef de l'État et de son gouvernement pour toujours continuer à garantir un environnement des affaires sain. Ces réformes et cette performance jouent un rôle catalyseur pour le changement du paysage économique du pays et jettent les bases nécessaires à la croissance tirée par le secteur privé et contribuent donc, comme je le disais tantôt, à relever les défis de l'employabilité et la lutte contre la pauvreté. Eh bien, le secrétaire général par intérim du secrétaire d'État chargé des investissements, M. Ali Ahmed Aboubakar, s'est réjoui que notre pays, sous l'impulsion du président de la République, a fait de l'amélioration du climat des affaires un choix stratégique visant à bâtir une économie solide. Écoutons-le. Aujourd'hui à vos côtés, à cette cérémonie de sensibilisation au dispositif d'aide, d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi, notamment au profit des très petites et moyennes entreprises. Ce programme d'action s'inscrit dans la stratégie nationale d'amélioration de l'environnement des affaires et du développement du secteur privé. Ceci découle de la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son gouvernement de lever continuellement les contraintes à l'émergence d'un secteur privé dynamique et pourvoyeur de richesses et d'emplois. Dans ce contexte de mutation rapide et profonde de l'environnement économique mondial, la République de Djibouti a fait de l'amélioration du climat des affaires un choix stratégique visant à bâtir une économie solide capable de faire face aux défis de la productivité et de la compétitivité internationale. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, conduit depuis bientôt une décennie un vaste programme de réformes visant l'assainissement de l'environnement des affaires. La matrice de réforme englobe des mesures juridiques, fiscales, administratives et commerciales. Il a été ainsi procédé à l'amendement de plusieurs textes juridiques et réglementaires comme le Code de commerce, le Code civil et le Code de procédure civile, le Code foncier et le corpus juridique régissant les marchés publics et bien d'autres. Les batteries de réformes ainsi adoptées ont presque atteint les objectifs et assuré une meilleure performance au classement de Djibouti en figurant parmi les économies les plus réformateurs du continent africain. Ce qui renforce nécessairement la compétitivité de notre économie et de notre position stratégique et dope son corollaire d'attractivité des investissements directs étrangers. L'encouragement des initiatives privées et le développement des très petites et moyennes entreprises constituent un vecteur non négligeable de la croissance économique de notre pays. Eh bien, après les deux interventions des deux hauts responsables, il a été question de passer à la session des travaux dont le thème a été l'écosystème et le mécanisme d'aide d'accompagnement avec comme modérateur Maître Abdourahmane Hassan et les panélistes comme le directeur général du CLE et le directeur général du STID, le président du club des jeunes entrepreneurs, ainsi que les chefs d'entreprise. Chacun à son tour, les intervenants ont abordé le climat des affaires à Djibouti et les voies et moyens de les approfondir.
Fait divers à présent où, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la police nationale a élucidé 3 affaires criminelles qui ont eu lieu dans notre capitale. Grâce aux efforts concertés des policiers de la capitale et des différents détachements des régions, toutes les personnes impliquées dans ces affaires ont été identifiées puis arrêtées très rapidement. C'est dans ce sens que le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, a effectué aujourd'hui une sortie médiatique pour plus de précisions sur ces affaires criminelles. Écoutons-le. Cette année 2023, la police nationale a élucidé plusieurs affaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Parmi ces affaires figurent notamment de meurtres. Pour illustrer mes propos, je voudrais retenir 3 affaires de meurtres commis séparément. Le premier meurtre a été perpétré le 19 janvier 2023 à 23h30 à l'avenue Cheikh Ahmed, ex-avenue 13. Ce meurtre a été perpétré par une bande de jeunes individus. Ils ont poignardé à 15 reprises un individu dans cette avenue. La police nationale a été alertée et s'est rendue sur place. La victime est décédée immédiatement. Les premiers éléments de l'enquête diligentée par la brigade criminelle ont permis d'identifier rapidement les auteurs de ce meurtre en bande organisée. Grâce au concours de toutes les unités de la police nationale, 13 meurtriers ont été interpellés à Djibouti-Ville, à Dikil et dans la région d'Ali Sebié. Le deuxième meurtre a été commis dans une petite mosquée en planche située au quartier Héron le 4 février 2023 à 9h30. Un individu qui dormait dans cette mosquée a poignardé une personne qui venait de nettoyer le lieu de culte. La victime est décédée avant son évacuation à l'hôpital. Quant au meurtrier, il a été rapidement arrêté dans ce secteur par les policiers du commissariat du Héron suite à une intervention rapide. Le troisième meurtre s'est produit dans une habitation à Balbala, Warabalei, dans la nuit du 5 au 6 février 2023 à 4 heures. En effet, un homme a tué son enfant âgé d'1 an. Par la suite, il a porté plusieurs coups de couteau à sa belle-mère avant de prendre la fuite. La belle-mère a été transportée à l'hôpital Pelletier. Elle est décédée 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Toutes les unités de la police nationale ont été mobilisées pour interpeller cet individu dangereux. C'est ainsi que le 10 février 2023, à 6 heures du matin, grâce à des recherches minutieuses, cet individu a été arrêté. Tous les individus impliqués dans ces 3 affaires de meurtre ont été présentés devant la justice. Les recherches et les investigations minutieuses démontrent l'efficacité et les compétences professionnelles sans faille de la police nationale. Autre actualité dans ce 22h, c'est suite au tremblement de terre qui s'est produit en Turquie et en Syrie. Le gouvernement djiboutien a mis en place un numéro vert, le 19 au sein de la radio-télévision de Djibouti pour assister les familles qui recherchent leurs proches. Eh bien, veuillez prendre contact pour information avec ce numéro entre 8h du matin
à 17 h. Cette cellule est en contact permanent avec notre ambassade en Turquie. Je rappelle, c'est le 19. Suite à l'initiative des chefs de l'État, le gouvernement djiboutien a initié d'ouvrir une cellule de contact pour assister les familles de victimes et leur faciliter le contact pour rechercher leurs enfants. Ensuite à cette initiative des chefs de l'État, la RTD, en collaboration avec Djibouti Telecom, a installé ici une plateforme une cellule de contact qui est vraiment dans l'objectif d'assister les parents qui cherchent leurs enfants et aussi les Djiboutiens qui étaient touchés déjà de ce drame vraiment qui s'est déroulé en Turquie. Donc un numéro vert sera annoncé sous forme d'une bande défilante à la télé et qu'on annonce ici aussi à travers de cette plateforme. Ce numéro compose de 4 chiffres, 19. Nous invitons les parents et les familles qui cherchent leurs enfants de nous contacter à travers de ce numéro afin de leur faciliter à la recherche de leurs proches qui étaient vraiment frappés par ce drame. Cette plateforme sera opérationnelle à partir d'aujourd'hui et vous pouvez nous communiquer à partir de 8 h du matin jusqu'aux 17 h. Eh bien, ce tremblement de terre a plongé le sud de la Turquie dans une tragédie immense. C'est ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Adel Hussein Abdillahi, a remis cet après-midi, au nom du gouvernement de la République de Djibouti, un chèque d'1 million de dollars à M. Yunus Sezer, président de l'autorité en charge de la gestion des catastrophes et des secours d'urgence, afin d'exprimer et de témoigner les sentiments de solidarité et de compassion à la République de Djibouti, au gouvernement et au peuple frère de Turquie en ces moments dramatiques, rappelant que l'autorité en charge de la gestion des catastrophes et des secours d'urgence coordonne l'ensemble des opérations humanitaires et logistiques dans les 10 provinces affectées par ces puissants séismes qui ont fait jusqu'à ce jour 35 000 et 105 000 blessés. Eh bien, comme je vous le disais, les Nations Unies ont lancé un appel aux dons pour faire face aux besoins immenses des millions de personnes privées d'abri, de nourriture et de soins, après le séisme dont le bilan en Turquie et en Syrie a frôlé. Aujourd'hui, les 40 000. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté tous les États membres à fournir sans délai près de 400 millions de dollars pour garantir une aide humanitaire, dont près de 5 millions de Syriens ont désespérément besoin, à commencer par des abris, des soins médicaux, de la nourriture pour 3 mois. Mardi soir, le bilan de ces séismes s'élevait à près de 39 000 et 35 000 officiellement dans le sud de la Turquie, 3 600 en Syrie. Et selon les autorités, dimanche, l'ONU a dit s'attendre à ce que ces chiffres augmentent encore considérablement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.